Mes chers camarades, on va s'installer si vous le voulez bien pour commencer notre moment politique de la fête du Pont des Angles. Donc je vous laisse vous installer, s'il vous plaît. Sans vous commander, bien sûr, on n'est pas en URSS. Approchez, il y a de la place devant. C'est tout? Mais alors? C'est un début. La buvette. On va la fermer. Bon. Bien, et ben on va débuter. Alors, je vais faire un propos introductif plus général. Voilà. Parce qu'il y a des changements de dernière minute dans notre volonté de présenter ce moment politique. Ensuite, je laisserai la parole peut-être à Michel s'il souhaite compléter mon propos. Et enfin, à notre expert de la paix, notre camarade Henri Vacher, donc président du mouvement de la paix 19, voilà, de la Corrèze. Alors, d'abord, je vais commencer par remercier l'ensemble des camarades qui sont présents pour assister à ce débat. Et j'en rajoute une couche parce que ça ne mange pas de pain. Remercier également la totalité des camarades qui ont préparé la fête du Pont des Angles. Hier, on a été surpris, dans le bon sens, de voir qu'on était presque 150 au repas du moule frites. Et ça nous a fait bien plaisir, et notamment pour les camarades qui ont préparé depuis de longues semaines et depuis les aurores pour préparer ce repas et vous offrir un moment de convivialité sur fond musical qui était exceptionnel aussi. Donc ça mange pas de pain de les remercier pour leur investissement, et je pense qu'effectivement on peut les saluer, les applaudir. Alors, je vais remercier également la totalité de nos partenaires de la gauche dans sa pluralité qui sont présents ici à ce débat. Pascal Cavit qui représente le Parti Socialiste, Amandine Noël et Laurent Tessandier des écologistes, Jérôme Farge de la France Insoumise, et je ne vois pas encore nos camarades de GRS et Génération S, mais ils sont supposés venir. Ça veut dire qu'ici, sur le site du Pont des Angles, avec ce vieux micro des années 80, on replonge à une certaine époque où la gauche était rassemblée, et ce qui me vient à vous parler de notre initiative en tant que Parti communiste français depuis quelques semaines déjà, puisque vous le savez, à moins que vous viviez dans une grotte, il y a des élections qui se profilent l'année prochaine. Et les derniers scrutins auxquels nous avons assisté, qui sont récents, ont montré qu'en Corrèze, il n'y avait pas il n'y avait plus en tout cas de barrière à l'extrême droite, et que la droite, partout dans le pays, eh bien, se radicalise de plus en plus. Ce qui nous amène forcément, nous, dans notre ADN, notre héritage, notre histoire, à prendre toutes ces menaces très au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas décidé de faire une campagne d'appel au rassemblement entre partis politiques, parce que ça dépasse le cadre des partis politiques. C'est une démarche citoyenne. C'est une démarche, je crois, de résistance. Et on va en parler de la résistance aujourd'hui. C'est une démarche qui doit être la plus large possible des citoyens, des mouvements associatifs, des mouvements populaires, des syndicats et évidemment des partis politiques. C'est la raison pour laquelle eh bien, nous faisons un appel pour un front commun face à l'extrême droite. Construire l'unité populaire et démocratique. Face à ce que l'on voit poindre un peu partout en France, et peut-être ici en Corrèze, je ne le souhaite pas, on est encore en train de discuter, à des personnes, des mouvements politiques qui auraient une certaine tendance, une certaine envie à partir chacun dans leur coin, ou en tout cas à mettre dans le débat ce que moi j'appellerais des éléments dogmatiques. Pas lui, pas elle. Ce que la gauche sait faire de mieux, quoi, au final. Hein. Bon. Donc, on veut construire l'unité populaire et démocratique. Surtout, un an après, avoir été en capacité tous, même parfois aux côtés de personnes dont on ne pensait pas faire campagne. Et pourtant, on l'a fait, parce que c'était notre responsabilité. Comment faire croire aux gens
un an après l'élection législative anticipée, les gens à qui on a dit « Regardez, on est capable de gouverner tous ensemble », eh bien, un an après, de leur dire « En fait, on vous a menti ». Parce que ce serait du mensonge que de leur dire « Maintenant, pour gérer une commune, ah ben non, on n'est plus capable. On a fait un programme extrêmement ambitieux. Ah, on l'aurait aimé un petit peu plus rouge, mais il est quand même pas mal ce programme. Et ce programme sur lequel on était tous d'accord, sur la gouvernance d'un pays, et bien là, d'un seul coup, nous ne soyons plus capables, pour gérer les communes, de se mettre autour de la table et de construire, non pas une unité de façade, mais une unité de fond. Parce que je crois que la gauche, dans le fond, dans sa diversité, est capable de proposer quelque chose d'intéressant et surtout de barrer la route au Rassemblement national et à la droite réactionnaire. Donc, nous faisons cet appel pour un front commun face à l'extrême droite, parce que nous croyons que ce sursaut, il est possible, en Corrèze. Et nous appelons les citoyens, dans toute leur diversité, à rejoindre cet appel. Et c'est la raison pour laquelle, sur le stand, sur la table de la Fédération du Parti communiste de Corrèze, eh bien, nous vous appelons à signer une pétition pour alerter tous les responsables politiques et leur dire « Maintenant, on y va, on se met autour de la table, on discute, on propose quelque chose, parce que la menace est extrêmement importante, et ce qui se profile en Corrèze, département de résistance, serait un drame pour nous tous et un drame à notre histoire, et aux personnes à qui nous allons rendre hommage tout à l'heure. » Je vois que ça vous emballe. Ah bon, quand même, j'ai tout donné. La gauche est présente là, dans toute sa diversité, il faut y aller, les camarades. C'est parce que c'est très bon. Ah bon, très bien. Alors, je vais en profiter, avant de lancer ce débat, excusez-moi je suis un peu long, mais bon, les camarades ont l'habitude, pour remercier également les mouvements associatifs et les syndicats, le syndicat qui est présent sur le village associatif derrière. Et j'en profite parce que c'est important pour vous appeler à faire des dons au Secours Populaire qui est présent ici. Vous savez, le Secours Populaire a une histoire très étroite avec le Parti communiste. La CGT, s'il y en a qui ne sont pas encore syndiqués à CGT, on peut vous syndiquer ailleurs, hein, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, ils sont présents. Le mouvement de la paix, bien sûr. Les amis de Martha Desrumeaux, qui sont présents également. Je vous invite à aller lire leurs ouvrages. Et il y a également donc Monsieur Nano, qui présente un certain nombre d'ouvrages sur son père, je ne me trompe pas, voilà, qui était résistant. Et donc, parmi les ouvrages qu'il présente, bon, ben, je vous propose celui-ci, Scène de la vie du maquis, Henri Nano, qui raconte, c'est issu de son journal de bord, de la résistance, et je pense que avec ce que je viens de dire, ce sera intéressant que vous puissiez également vous plonger dans cette histoire-là. Ensuite, puisqu'on parle de mémoire, je vous rassure, on va parler de l'avenir, mais on va parler un petit peu aussi du passé, parce qu'il faut bien qu'on regarde ce qui s'est passé dans notre histoire pour avancer. Le Parti communiste français édite un fascicule sur une période qui est méconnue, oubliée, qui est antérieure, tout juste avant le début de l'arrivée au pouvoir de Pétain. Je ne l'appellerai pas maréchal, mais plus maréchal. Et donc, c'est l'histoire des élus déchus en Corrèze. Donc, c'est édité par le Parti communiste. Il est sur le stand, juste là-bas, auprès de notre camarade Alain Mira, qui a fait un travail phénoménal auprès des archives de la Corrèze. Donc voilà, c'est très important aussi de pouvoir se plonger dans cette histoire-là et de comprendre, en fait, comment le régime de Vichy n'a eu qu'à reprendre les méthodes qui venaient tout juste d'être utilisées par des personnes mal intentionnées. Et enfin, un petit mot pour l'humanité, quand même. Notre journal qui organise sa 90e édition de la Fête de l'Humanité. Oui. Voilà, les 12, 13 et 14 septembre. Et comme vous avez la chance de connaître des militants communistes, ce qui est une chance, vous pouvez également vous procurer le bon de soutien de la Fête de l'Humanité. Alors le bon de soutien, c'est pas juste apporter son soutien à la Fête de l'Humanité, même si dans le fond c'est quand même ce qui est recherché, c'est 45 €, et avec le bon de soutien, vous pouvez accéder à la fête pendant 3 jours.
avec la programmation qui vient de s'envoler, mais que vous pouvez voir un peu partout. Une programmation quand même de qualité, des débats, de la culture, de l'art et des moments politiques extrêmement importants. Donc pour 45 €, les communistes de toute la France vous proposent d'assister à la fête pendant 3 jours. C'est quand même pas mal. Voilà. Et comme le journal L'Humanité, vous le savez, est un des rares médias indépendants de ce pays, c'est quand même compliqué par moment de mener un média indépendant, eh bien nous organisons à la fois une collecte de fonds pour aider le journal L'Humanité, c'est sur le stand du Parti communiste français de Corrèze, et également une vente de bouquins qui sont issus de nos archives de la Fédération, dont la totalité des bénéfices seront reversés au journal L'Humanité. Voilà, je crois que j'ai fait déjà une longue introduction avant qu'on commence ce débat. Ce débat, oui, je passerai la parole à Michel. Ce débat qui s'intitule « La paix de mon quartier à la planète ». La paix, la question de la paix qui est aujourd'hui, je crois, centrale dans le pays, dans le monde. Et l'idée aujourd'hui, c'est de voir chacun comment est-ce qu'on peut agir pour la paix. Agir pour la paix de mon quartier à la planète. Donc, il y a un micro qui circulera, vous pourrez réagir et donc donner vos réflexions, vos analyses et surtout les moyens d'action pour parvenir à ce grand enjeu que nous avons toujours défendu, celui de la paix. Voilà. Alors, j'en dirai pas plus pour l'instant et je laisse la parole à Michel Julien, secrétaire fédéral adjoint du Parti communiste. Merci à vous. Donc je pense que la place la plus importante de cette matinée, c'est celle du débat. Donc je vais être très très court. Je pense que Nicolas a bien donné le cadre de notre idée de rassemblement des forces de gauche pour les jours à venir et les élections qui se profilent à l'horizon 2026 concernant les élections municipales. Et je crois que là, nous devons faire preuve, je dirais, d'intelligence, au sens le plus large du terme, et mettre sous la table toutes les ambitions à caractère personnel, de façon à bâtir vraiment un projet qui corresponde aux besoins des Françaises et des Français, car nous vivons une situation qui, jusqu'alors, de ma mémoire de militant, je n'ai pas connu. C'est-à-dire que nous avons face à nous des forces d'extrême droite qui deviennent de plus en plus importantes et de plus en plus influentes, relayées en ça par les médias, qui sont au service des grandes fortunes, avec des perspectives dramatiques pour l'avenir des Françaises et des Français. Et je crois que là, si nous ne sommes pas capables de faire preuve d'intelligence, de bâtir un projet commun, évidemment qui ne sera pas satisfaisant pour tous, mais au moins un projet commun au niveau des élections municipales, nous passerions à côté de notre devoir vis-à-vis des Françaises et des Français. Moi, c'est tout ce que je veux ajouter, c'est-à-dire vraiment faire preuve d'intelligence dans les jours qui viennent, car l'extrême droite est au bord du pouvoir, c'est elle qui est maître du jeu à l'Assemblée nationale, parce que face au budget que présente le Premier ministre, je ne vous dis pas les sacrifices qui vont être demandés aux Françaises et aux Français, et qui sont, disons, dramatiques pour la situation de tous. C'est des attaques sur les services publics, sur la santé, sur l'éducation. Enfin, vous avez lu comme moi les commentaires et les projets de budget. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter à ce qu'a dit Nicolas, et je vais laisser la parole à Henri. Oui, je vais vous parler de la paix, mais je tiens à préciser en introduction aux propos que, en fait, il a peu été question dans ce qui a été préparé du danger de l'extrême droite, mais que c'est ce que viennent de dire mes amis Nicolas et Michel
C'est quelque chose auquel on est très sensible au mouvement de la paix de la Corrèze. Et c'est pour ça que notre bureau départemental a décidé de rejoindre cet appel commun contre l'extrême droite, puisque le danger est bien présent. Et l'année dernière, le mouvement de la paix national était signataire de l'appel du nouveau Front populaire, comme un certain nombre d'associations. Et il nous a semblé important, on n'est pas une association qui fait de la politique politicienne, quoi, voilà. Mais là, il nous a semblé le danger, et comme l'année dernière, le danger est, je vais dire, bien plus important aujourd'hui, on le voit, c'est ce qui a été dit, et il nous semble qu'on a besoin d'un sursaut dans les forces républicaines et progressistes, dans notre département, en France aussi, mais déjà à notre niveau, on va essayer de participer à la construction de quelque chose pour combattre l'extrême droite. Voilà. Donc sur la paix, du quartier à la planète. Donc d'abord, merci de l'invitation. Le propos va prendre en fait le problème à l'envers. En fait, je vais plutôt parler de la paix de la planète à mon quartier. Mais c'est assez logique en fait quand on fait le tableau. Donc c'est un propos pour introduire le débat, puisqu'ensuite le but c'est d'interroger les forces politiques qui sont présentes ici et les citoyens. Mais en premier lieu, je m'adresse aux forces politiques qui, l'année prochaine, vont présenter des listes, vont s'impliquer et auront vraisemblablement en gestion des communes. Donc c'est plutôt un dialogue pour les prendre à partie et poser des questions, mais ça peut interroger aussi tous les citoyens, bien sûr. Donc, 80 ans après les terribles bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, la découverte des camps de concentration et d'extermination nazis, ainsi que 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et son cortège d'horreur, en particulier contre les populations civiles, les peuples du monde se sont unis sous la bannière des Nations Unies pour créer une instance de règlement pacifique des conflits, assortie d'agences dédiées au règlement de politiques qui intéressent l'ensemble des peuples, éducation, alimentation, etc. Malheureusement, la situation que nous traversons aujourd'hui ressemble plus à une situation de recul de l'humanité qu'à un moment où les technologies et la coopération permettraient un partage équitable des richesses et la recherche de solutions face aux grandes menaces planétaires, la première d'entre elles étant aujourd'hui le dérèglement climatique. Les reculs se manifestent par l'augmentation sensible des conflits et des morts civiles et militaires. Alors c'est une liste non exhaustive. Ukraine, Palestine, Yémen, Soudan, Birmanie, Syrie, Afghanistan, Congo. Il est difficile de prononcer un nombre définitif de morts pour ces conflits, car une majorité des morts sont des civils qui décèdent sous les effets des déplacements, mais aussi de la sous-nutrition et des violences qui sont exercées contre eux. Pour donner un ordre de grandeur, on parle de 4 millions de morts au Congo entre 1998 et 2003, dans ce qu'on appelle la deuxième guerre du Congo ou la première guerre mondiale africaine. Voilà, c'est un des conflits le plus meurtrier du XXIe siècle. 4 millions de morts, en majorité des civils. Sans parler de tous les blessés, toutes les femmes qui subissent des exactions, voilà. L'Organisation des Nations Unies évoque en ce moment le risque de génocide au Sahel, en particulier au Soudan du Sud. Cela s'ajoute au nettoyage ethnique en cours à Gaza. En 80 ans, notre société humaine n'a donc pas tiré les conséquences du passé, mais au contraire ajoute de l'horreur à l'horreur. L'édifice juridique bâti à partir de 1945 est donc particulièrement malmené par la remise en cause des règles de droit international au profit de la règle du plus fort. Un exemple, l'absence de sanctions mises en œuvre contre Benjamin Netanyahou, poursuivi par mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis novembre 2024 et que la France laisse paisiblement traverser notre espace aérien. Dans le même ordre d'idées, les exportations d'armes vers des pays commettant des crimes de guerre est interdite par le traité sur le commerce des armes, dont la France est signataire. Or, cela a été documenté, la France a vendu des canons César à l'Arabie Saoudite, canons qui ont servi à bombarder des populations civiles au Yémen. Plus récemment, preuve a été apportée de la vente d'armement à Israël, y compris depuis 2023. Pareil sur les ventes d'armes à la Russie, sur l'Ukraine, ça a été documenté, malgré les embargos, les sanctions, il continue à y avoir des ventes.
Le droit international a pour but, entre autres, de pacifier les relations interétatiques et d'empêcher les phénomènes connus avant 1945, massacres, interventions coloniales, annexions, guerres. Dans les faits, cela continue, sans réelle sanction ni prise démocratique sur les choix des gouvernants. Alors, première question, il est donc important dans le débat qui va venir que les questions du rôle de l'ONU et de la primauté du droit international soient abordées. Quel rôle pour la France ? Apaisement ou participation à la politique guerrière de l'OTAN. En matière de sécurité collective, plutôt que de parler de menaces, dont on ne voit pas trop de quel état elle vient, puisque la France est en paix. Aujourd'hui, la France n'a pas déclaré la guerre à un pays, il ne semble pas. Mais ne croyez-vous pas que notre pays pourrait s'inscrire dans la construction d'une sécurité collective européenne, incluant bien entendu la Russie, comme cela s'est déjà pratiqué, par exemple en 1975 avec la conférence d'Helsinki, bien que la guerre froide battait son plein. Ce qui était possible il y a 50 ans ne le serait-il plus? Le corollaire de ces ventes d'armes est la mise en place d'une vraie économie de guerre, y compris en France, officiellement en paix d'un point de vue interétatique. L'OTAN, organisation illégale par rapport à la Charte des Nations Unies. Alors vous allez me demander ensuite pourquoi je dis ça. Je vais être clair, il y a un article de la Charte des Nations Unies qui interdit les organisations militaires régionales. Alors l'OTAN, alors après qui va jusqu'en Colombie, alors peut-être que l'Atlantique Nord va jusqu'en Colombie, je ne sais pas, est une organisation militaire régionale, donc elle est illégale au niveau par rapport à la Charte des Nations Unies. Donc l'OTAN pousse au doublement des dépenses militaires pour arriver à 5% du produit intérieur brut. Donc après une loi de programmation militaire qui généreuse pour nos armées avec 413 milliards jusqu'en 2030, Macron annonce ce 14 juillet une augmentation à 64 milliards des budgets d'ici à 2027. Cette accélération budgétaire permet de répondre aux injonctions de l'OTAN tout en engraissant le complexe militaro-industriel. Donc quel est le positionnement des différentes forces politiques sur l'augmentation des dépenses militaires? En effet, depuis 2024, la France est devenue le deuxième pays exportateur d'armes au monde, cocorico. Pour arriver à ce succès du commerce de la mort, les droits humains sont oubliés. Donc l'Indonésie, soupçonnée de génocide en Papouasie occidentale, va s'équiper français pour accomplir ses crimes. Mais par conséquent, l'Indonésie était l'invité d'honneur du 14 juillet 2025. Dans le débat, il sera nécessaire d'aborder le positionnement des uns et des autres au regard de l'industrie militaire et connaître l'opinion de chacun pour son devenir. La question du devenir des usines qui fabriquent des armes, c'est vrai, pose question. Et on peut réfléchir à discuter avec les organisations syndicales qui sont dans ces entreprises. Concernant l'arme atomique, la parole devient débridée. La France est associée à l'Angleterre et n'hésite pas à évoquer l'emploi d'armes atomiques. Quel positionnement sur l'arme atomique, dissuasion nucléaire ou désarmement unilatéral? Mais il n'y a pas que les armes et l'équipement pour répondre à la frénésie langagière, le pouvoir a besoin de chair à canon. Pour cela, le gouvernement multiplie les dispositifs. Pour inciter les jeunes à entrer dans l'armée et ensuite s'engager ou devenir réservistes. Le discours actuel dans les médias est la surenchère verbale avec un concours l'épine de la plus grande imbécilité à prononcer. Rétablir le service militaire, mobiliser la population, apprendre à la population à se servir d'armes, ou s'inscrire dans une logique de guerre à haute intensité. Ça a été vu dans le journal télévisé régional de France 3 le 16 juillet, qui précisait qu'on devait garder des hôpitaux militaires si demain, qu'on vraisemblablement sera engagé dans un conflit à haute intensité. Comment vous inscrivez-vous dans cette surenchère visant à développer la culture de guerre? Après le semi-échec du service national universel, Emmanuel Macron évoque expressément la création d'un service militaire obligatoire. L'armée est présente dans le système scolaire comme une répétition de la France d'avant 1914. Quel positionnement à l'égard du SNU? Quelle action concrète à développer avec le collectif corasien contre le SNU? Donc, la deuxième partie sur Bon Quartier. Comme l'a rappelé l'UNESCO, il n'y a pas de fatalité à la guerre. Pour empêcher les guerres, le règlement pacifique des conflits s'appuie sur deux piliers,
la culture de paix et l'éducation à la paix. Et un corollaire indispensable pour y arriver, la satisfaction des droits humains. Liberté d'expression, de la presse, égalité hommes-femmes, alimentation, santé, sécurité sociale, instruction, etc. Il suffit de lire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Autant de thèmes qui ne peuvent être abordés dans une économie de guerre. Les annonces de Macron, augmenter le budget des armées, sont complétées par Bayrou qui annonce des mesures austéritaires et antisociales qui vont pénaliser les plus faibles. Comment construire la paix dans une société inégalitaire, sans garantie sociale, avec des médias aux mains d'une oligarchie dépendant du complexe militaro-industriel? Bref, pour avoir la paix, il faut du service public. Donc quel sera le positionnement sur les mesures antisociales liées notamment à l'économie de guerre et à la militarisation des politiques publiques? Quel positionnement sur les services publics et l'universalité des droits? Accéder à la santé, à l'école, au réseau de télécommunications en Corrèze. Ce n'est pas la solution, mais c'est une partie de la solution. De l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. En Corrèze, notre association et d'autres ont une longue expérience de l'éducation populaire et de la culture de paix déployée sur le terrain. Beaucoup d'actions peuvent être mises en œuvre localement, dans mon quartier, dans mon village. Sur ces actions, aujourd'hui, on ne sent pas toujours la participation ou le soutien des forces progressistes, alors qu'ensemble, on peut proposer à nos élus de prendre une délibération demandant la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires, dont la France refuse la signature. Même symbolique, cette délibération et ce soutien marqueraient localement le danger des armes atomiques pour la planète. Quel positionnement dans vos organisations sur le traité d'interdiction des armes nucléaires et sur l'engagement des municipalités progressistes ou écologiques? Participer à la journée internationale de la paix, deuxième proposition. Pour la journée internationale de la paix, nous participons le 21 septembre avec des cérémonies des arbres de la paix dans les centres aérés, dans les villages. Il est important de marquer cette journée, de faire nombre pour encourager le développement de l'idée de paix chez les jeunes. Quel positionnement de vos organisations sur la journée internationale de la paix? De manière générale, il est possible de participer à beaucoup d'activités tout au long de l'année contre les guerres ou en soutien à la paix ou à la culture de paix. Les Corréziens ne peuvent rester insensibles à la situation du monde. Localement, nous devons être visibles, créer les conditions de développement de la culture de paix pour qu'aussi ensuite nos représentants, députés, sénateurs, prennent en compte le mouvement pacifiste, y compris en Corrèze. Quel engagement de vos organisations en matière d'action pour la paix? Il y a 75 ans, l'appel de Stockholm a réuni des millions de signataires sur la planète contre l'arme atomique. Nous continuons dans cette veine, sans arrière-pensée, que celle d'éviter la catastrophe. Le 6 août, nous célébrerons l'anniversaire des bombardements atomiques de 1945 à Magali-Plage au bord de la Dordogne. Venez montrer votre attachement à la paix et à un monde sans bombe atomique. Pour faire reculer la bombe, nous avons la fraternité populaire comme outil. Utilisons-la. Donc, je fais la synthèse des questions et j'en aurai fini. C'est la synthèse des différentes questions. Donc, dans le débat, il est important de discuter du rôle de l'ONU et de la primauté du droit international. Quel rôle pour la France? Apaisement ou participation à la politique de l'OTAN? Ne croyez-vous pas que notre pays pourrait s'inscrire dans la construction d'une sécurité collective européenne? Quel positionnement sur l'augmentation des dépenses militaires en France et dans le monde? Quel positionnement par rapport à l'industrie militaire, les exportations d'armes et le devenir des industries militaires? La dissuasion nucléaire ou désarmement unilatéral pour la France? Comment s'inscrire dans la surenchère visant à développer la culture de guerre? Quel positionnement à l'égard du SNU? Quel positionnement sur les mesures antisociales liées à l'économie de guerre et à la militarisation des politiques publiques? Quel positionnement sur le traité d'interdiction des armes nucléaires et sur l'engagement des municipalités? Quel positionnement sur la journée internationale de la paix? Et quel engagement de vos organisations en matière d'action pour la paix? Alors, il y a un thème qui n'est jamais abordé. Je souscris à 100% à ce que je viens d'entendre. Ça me fait un plaisir fou d'entendre ça. Se battre pour la paix, c'est un combat, à mon avis, essentiel. J'apprends rien à personne ici. C'est même le premier des combats. Et être antimilitariste, c'est aussi le premier des combats. Il faut être clair, un petit peu de temps en temps.
être anti-militariste. Et je pèse mes mots. Et je les assume devant le préfet, les renseignements généraux et les connards qui nous dirigent. D'accord? Bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a un problème qu'on ne pose jamais, jamais, jamais. Quel est l'impact global des guerres sur l'environnement de la planète? Jamais, jamais. Ça n'a jamais été évalué. Le biotope, les eaux, et le reste, mes frères, la qualité de l'air, ce qui est irréversible, ce qui est détruit, la biodiversité, l'impact des guerres. Messieurs les sociologues, au boulot. Voilà, messieurs les sociologues, au boulot. Ça, c'est un message que je tiens absolument à passer. Et ça, ceci, en tant qu'ancien président de Corrèze Environnement, pendant 15 ans, et en tant que vice-président du Conservatoire des espaces naturels, pendant 15 ans aussi. C'était dans une autre vie. Mais c'était déjà pas si bien que ça, croyez-moi. Ça démarrait mal. Deuxième problème que je veux évoquer, c'est la montée du ramassis national. Parce que ça a commencé bien avant. Quand on passe de FN à RN, ça fait un bail déjà. C'est là qu'il fallait combattre. C'est là qu'il fallait se battre, pied à pied. Ce que j'ai vu en tant qu'ancien adjoint de ma commune, petite commune de Haute-Corrèze, j'ai vu monter les voix du Front National de manière exponentielle. 7, 14, 29, 69. 69 Front National dans la petite commune de Darney, à peine 400 électeurs. Je vous parle des municipales. Alors parlons-en des municipales. Et la troisième chose que je veux dire, et j'en resterai là parce que j'aurais passé mon message d'homme de gauche, et celle-là je la dirai d'ailleurs au nom de mes amis de Cap à Gauche 19, que j'ai eu l'honneur de présider plusieurs fois, au nom de Georges Martel, socialiste venu en passant chez Popren et en passant chez Rocard, mais socialiste. Grand critique de M. Hollande. Pas ennemi, mais grand critique de M. Hollande. À juste titre, un socialiste, parce que l'autre ne l'est pas. Et le deuxième, c'est Jean Combasteil, mon ami, qui lui était un communiste comme je les aime. Voilà, avec lequel j'ai travaillé à la communauté de communes du pays de Tulle, sur l'environnement, justement. Eh bien, ce que je veux dire pour en terminer, et en leur nom, parce qu'ils ne peuvent plus parler, hélas, ni l'un ni l'autre, c'est qu'il y a des moyens de faire échec au Front National, il y a des moyens de lui faire échec. Appelons-le le Front National, c'est Action Française, c'est le GUD, c'est l'ancienne OAS, mais appelons un chat, merde quand même. L'histoire est là, elle nous parle, on sait qui ils sont. On n'a rien à attendre de ces gens-là, c'est les voyous, c'est les fascistes. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Dites-le très fort que ce sont les fascistes. Dans la rue, partout, que les paysans le comprennent. Ils ont voté pour une milliardaire, les pauvres cons, sur le plateau de Millevaches. Elle s'appelle Marine, la milliardaire. Ils ont voté pour une milliardaire. Je le leur dis, ils ne me croient pas. Dites-le leur, vous. Et certains étaient au Parti communiste. Excusez-moi. Alors ça fait mal au ventre, d'accord? Je suis très en colère. Oui, je suis peut-être excessif, oui, mais c'est ma nature. Et j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Le combat, nous avons des armes pour les municipales. Il y a ce qu'on appelle les corps intermédiaires. J'en reparle, j'en ai parlé il y a 2 ans à cette fête. J'en ai parlé il y a 3 ans à cette fête. Les corps intermédiaires, créés sous l'Ancien Régime. Puisque nous sommes en monarchie, profitons-en. C'est lié à l'Ancien Régime, en monarchie ça va être efficace. D'accord? Allons-y. Les syndicats, à fond, quels qu'ils soient, sauf les syndicats de droite qui n'intéressent personne, bien sûr. Bien sûr. Collaborateurs, depuis toujours, on sait qui ils sont. Les partis politiques, dézingués par Macron et son équipe, à longueur de temps, à fond, les partis politiques, sauf les partis de droite, qui n'ont jamais amené que la merde. C'est très clair dans ce pays historiquement. Les associations que l'on désigne à longueur de temps, 1 million d'associations en France, 1 million, sans lesquelles cette République, elle est à genoux, elle est foutue, elle est incapable de vivre. Incapable de vivre. Et je le maintiens devant les préfets, devant les crétins qui dirigent les conseils départementaux, devant les crétins de l'Assemblée nationale.
Sans les associations, et alors, devant les sénateurs encore plus, hein, la honte de la nation, les paresseux du jardin du Luxembourg, n'est-ce pas? La honte de la nation. Parlez, mesdames, messieurs, parlez. Il vous a parlé, ce jeune homme. Ce jeune homme vous a parlé, ça m'a fait plaisir de l'entendre. Il a de la voix et il cartonne, mais il a raison. Hein, j'ai simplement une quarantaine d'années de plus que lui. Et je dis la même chose et je suis content de l'entendre. Les partis politiques, les associations, les syndicats, les conseils municipaux, c'est un contre-pouvoir. Pas les conseils généraux, ça collabore. Pas les conseils régionaux, ça collabore. Ça collabore, tant pis pour les conseillers régionaux qui sont là, et tant pis pour les conseillers généraux, je les appelle comme ça, qui sont là. Parce que on n'a rien à attendre du Schtroumpf de Bénin. Croyez-moi, mais rien. Et je vais finir avec un dernier mot. Je vide mon sac aujourd'hui, ça me fait plaisir. Je venais ici avec mon père, hein, j'avais 8-9 ans, là-bas, à manger les farcinures, et on était à la tête du Parti communiste, et on entendait les grands chanteurs. D'accord? Il faut fonder ça sur la bagarre, et rien qu'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Et il est grand temps, effectivement, parce que l'extrême droite menace. J'ai entendu un salopard qui s'appelle Arnaud, hein, richissime, dire les milliardaires ont gagné la lutte des classes. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Les milliardaires ont gagné la lutte des classes. Qui peut dire le contraire? Hein? C'est vraiment le combat du pot de terre contre le pot de fer. Et quel pot de fer, hein? Là, il va falloir sacrément se battre. Voilà, je laisse. Merci. Prochaine question, levez la main. Un camarade. Un camarade, voilà, magnifique intervention, mais essayez peut-être de faire un peu court pour qu'on ait le temps de faire un peu tout ce qu'on veut ce matin. L'acte pédagogique est un acte long. Retiens ça, jeune homme. Je pense que l'une des questions qu'on peut se poser, c'est comment on fait nous à notre niveau pour agir concrètement pour la paix. Agir pour la paix à notre niveau, ce qu'on peut faire, enfin moi je suis en Creusois, je suis à la section de la souterraine, on n'a pas... Quand on parle de géopolitique, ça nous semble très très loin. Par contre, dans les territoires ruraux tels que les nôtres, on voit, on assume les conséquences. Et on se bat contre les conséquences. Et c'est très compliqué. Et on peut parler de paix que quand il y aura une paix sociale, y compris dans nos communes, y compris dans nos territoires. Se battre pour la paix sociale, se battre pour les salaires, se battre pour le service public, ce qui a été dit. Obtenir des moyens pour tous ces comment on va dire, ces organismes vitaux pour le bien-être de chacun, c'est agir pour la paix sociale, mais c'est enlever des moyens à la guerre. Parce que ça a été dit, il y a une économie de guerre qui est construite, qui est bâtie. Ça rapporte à qui la guerre? Il faut se poser cette question-là déjà. À qui ça rapporte? Les marchands de canons, on les connaît, on sait à qui ça rapporte. On sait que le partage des richesses, il est absolument dégueulasse à l'heure actuelle. On sait à qui on demande des efforts, à qui le gouvernement demande des efforts. Le fait de remettre ça en avant dans le débat public, même y compris dans les petites communes, à notre petite échelle, c'est faire réfléchir les gens autrement. À qui ça rapporte? On sait très bien que le système capitaliste dans lequel on est, lui, il n'en a jamais assez. Il exploite l'homme, la nature, et on va continuer comme ça. Et on exploite les peuples, et on fait la guerre, et voilà, quoi, quand on voit les attaques qui sont faites sur le social, je parle de la Sécu par exemple, quand on bascule du 100% Sécu à la CSG c'est un impôt, il n'est absolument pas fléché, alors que la Sécu ça a été construit avec notre pognon, c'est du salaire différé, c'est nos cotisations. Maintenant quand on parle de la CSG, moi je suis d'accord de payer les impôts, ça ne me gêne pas, si j'ai les moyens. Mais pourquoi faire les impôts? Moi, ce que je veux, c'est qu'on finance le réseau routier, l'infrastructure, les services publics, l'hôpital, les écoles. Et qu'est-ce qu'ils font avec notre thune, avec nos impôts? Ils les mettent au service de la guerre. On fournit de l'armement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose socialement qu'on peut faire. Et quand tu parlais des syndicats, de ce que les syndicats peuvent faire, ben ça c'est notre premier devoir, c'est de remettre en conscience les gens que le partage des richesses, il faut qu'il soit fait différemment, et que la plus-value apportée par le travail, ça retombe dans les poches des salariés.
Et moins il y aura de misère, moins il y aura de guerre. Parce qu'il n'y aura pas cette haine qu'on a l'un vers l'autre. Et puis un petit focus sur ce qui se passe en Creuse. En Creuse, c'est quand même pas un département bourgeois. Et on a un député ciotiste, Rassemblement, qui affiche ouvertement ses sympathies avec le Rassemblement national. Et justement, ça, c'est lié au fait qu'on n'a plus de ce débat politique au quotidien, cette déshérence politique, ce manque de conscience de classe qui fait que le Rassemblement national, ou un député comme on a nous, qui est une vraie baltringue, hein, je peux l'avoir en face, je discute avec lui, c'est une baltringue, quoi. C'est le mec qui politiquement, il tient pas à la butée. Mais par contre, il est élu sur cette propagande qui est faite à la télé. Organisons des débats comme là, partout, et puis ne jamais oublier que notre idéal à gauche, c'est quand même le bonheur, quoi. Et le bonheur, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait hier soir, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, de la convivialité, le fait de pouvoir vivre ensemble. Je ne veux pas être plus long parce qu'il y en aurait plein à faire. Mais je pense qu'il faut qu'on se pose, des questions, c'est surtout concrètement comment on peut interagir pour je veux dire, la première chose, c'est combattre la haine, parce que le moteur de la guerre, c'est quand même la haine. Oui. Autre intervention? Bonjour à tous, je suis Laurent Tessandier, moi je suis écologiste, mais je voulais alimenter le débat là, juste précisément sur ce qui a été dit. Je suis évidemment pour la paix, contre les armes, etc. Mais par ailleurs, je suis représentant, même président du comité de la NACRE de Meymac et Gloton-Neuvic, et qui, comme vous le savez, c'est l'association des anciens, des anciens combattants et amis de la résistance, qui était du mouvement FTP, qui était un mouvement soutenu par les communistes, pas seulement. Mon grand-père en faisait partie sans être communiste, et donc je défends ça. Je vais sur les monuments pour rappeler toujours à ne pas oublier ce qui s'est passé, mais du coup je vais alimenter le débat d'une autre manière. Comment on fait, à l'expérience de l'histoire sur la montée du fascisme avant la guerre de la Seconde Guerre mondiale, on a une situation actuelle qui y ressemble beaucoup. On peut faire plein de parallèles, et il y a même des éléments encore plus graves, qui est le fait qu'il existe tous les réseaux sociaux, la captation des données et tout ça, ce qui fait que le risque du fascisme serait encore plus, nous atteindrait encore plus que ce qui était le cas à l'époque. Mais comment fait-on face à la montée des agressions, je vais prendre Poutine, mais ça c'est vrai ailleurs, si on ne participe pas à se défendre? Je n'ai pas de réponse, je suis évidemment pour la paix. En 1936, le Front populaire, pour des raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais n'a pas alimenté en armes les républicains espagnols, par exemple. C'était un socialiste, le président. Oui, mais c'était Léon Blum, mais lui était pour, et les radicaux, enfin, il y a eu, je vais pas dire pourquoi, c'est pas la peine, il y a eu tout un débat à l'époque, mais on pourrait avoir le même débat maintenant. Les républicains espagnols n'ont pas été soutenus par l'ensemble de l'Europe, je ne vais pas évidemment, de l'Europe démocratique de l'époque, et l'Espagne est restée fasciste jusqu'à, il y a combien de temps maintenant? 40 ans. J'ai connu la fin de Franco. Bon, enfin voilà. Donc c'est simplement pour alimenter le débat sur ce problème-là. En tout cas, moi je continue à dire que l'intérêt de connaître l'histoire fait qu'on peut maintenant continuer de dire il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avant, mais il ne faudrait pas que nos descendants disent on n'oublie pas ce que nous on aurait fait ou pas fait. Voilà. Levez la main. La suivante ou le suivant. Alors moi je connais pas ce deuxième. Attendez. On en reparle. Bien sûr, avec plaisir. Bonjour, Jean-Marie Guéry, simple citoyen, pas militant mais cotisant communiste.
Et si on disait que les combats pour la paix, c'est le combat contre le capitalisme? Pour moi, c'est que ça. Après, un peu de religion, mais ça se rejoint à des endroits. Mais pour moi, c'est pratiquement que ça. Et même dans les trucs cruciaux d'aujourd'hui, Palestine, Ukraine, pour moi, c'est un combat contre le capitalisme. C'est ça le problème. Et malheureusement, on n'est pas nombreux ici aujourd'hui. Ça, c'est notre gros problème. Il y a des municipales qui approchent. C'est sûr qu'il faut faire un grand rassemblement, mais sur des idées qui doivent rester claires. Parce que si on est si peu nombreux, c'est peut-être parce que les idées, jusqu'à maintenant et depuis longtemps, n'ont pas été suffisamment claires. Là, je pèse mes mots. Ça me fait très mal, mais c'est comme ça. Pour moi, c'est tout un problème de capitalisme. On peut regarder le côté financier derrière, c'est pas compliqué. Quand on gère un État et qu'on développe des armes, qui on fait gagner? À part tuer des gens, qui on fait gagner? Toutes les guerres ont été comme ça. Les guerres ont toujours rapporté de l'argent. Toujours au même endroit. Pas pour les gens, pas pour les peuples, ça c'est sûr. Mais après, on veut nous expliquer que effectivement ça donne du travail. Et on se mord la queue. Bon, c'est tout ce que je veux dire, je ne vais pas développer plus. Mais des municipales se préparent, soyons sérieux. Soyons sérieux. Le risque est grand, c'est vrai. Le risque est grand du progrès de l'extrême droite. Il y a le collègue là, qui a parlé du plateau, là. C'est pareil. C'est si pareil, moi je suis de Naves. Des copains à la municipalité de Naves qui essaient de faire ce qu'ils peuvent. Parmi eux, j'ai entendu du désespoir à la fin des dernières élections. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Alors, c'est qu'est-ce qu'on leur a fait ou qu'est-ce qu'on fait pas? Moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Mais essayons de serrer les coudes effectivement pour pas sauver les meubles, pour sauver la baraque et pour arriver à s'en sortir, parce qu'effectivement je suis d'accord sur tout ce qui se raconte, c'est que la situation est très grave. Moi je ne suis pas historien, je connais un peu les choses qui se sont passées, mais ça ressemble trop à ce qu'on a déjà vu, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ben, bien, camarade. Merci, mon camarade. Eric Bataille, moi je suis de la Fédération de Haute-Vienne et je vais rebondir sur ce que tu dis, camarade, parce que tu as tout à fait raison. En fait, la question de la paix, elle est fondamentale. Et moi, quand j'entends des alliés du nouveau Front Populaire qui nous disent qu'il faut qu'on se réarme, ben non, je suis pas d'accord. Faire la paix, c'est pas réfléchir à s'armer. Faire la paix, c'est réfléchir à ce que l'autre camp a besoin pour pas s'en sentir agressé. Donc c'est l'inverse de s'armer, justement. C'est justement ne pas se montrer menaçant. Et ça, c'est difficile. Et ça exige justement de mettre des moyens, comme vous le dites tous, dans les services publics, dans la diplomatie, dans tous ces corps-là, en fait. Et si on regarde, effectivement, c'est un problème capitaliste. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils veulent foutre du fric dans l'armement, et ils veulent retirer le fric où? Dans les aides, dans les fonctions publiques, dans les aides pour les plus précaires, etc. Et il y a un diplomate qui disait une chose qui est intéressante. Tout tyran sait que lorsqu'il y a une guerre, les opposants se taisent, déjà parce qu'ils sont montés au front en premier, et ensuite parce que quand on est en période de guerre, on met son ego de côté et on réfléchit à la survie. Et en fait, c'est ce que font les puissants. Et c'est exactement ce que fait le capitalisme. Quand il voit que ça commence à gronder dans le pays, il nous fait regarder vers les frontières pour éviter d'avoir à traiter les problèmes qui sont à l'intérieur. Voilà, mes camarades. Une intervenante ou un intervenant? Toi? Ah non, moi je suis là pour faire passer le micro. Mais surtout que bon, on m'avait suggéré une question, c'est ce qui a été donné en premier, sur le lien entre environnement et guerre. Donc, Ah oui. Les études existent, évidemment que c'est un impact Eh énorme. oui. Autant que les avions des riches qui vont aux Maldives, largement Benaki autant. ami. Depuis la Première Guerre mondiale, on le voit d'ailleurs, des endroits qui
Alors, bonjour, Jérôme Farge, je suis un des représentants de la France Insoumise en Corrèze et on est très heureux d'être ici pour parler notamment de paix avec nos alliés de gauche qui travaillent actuellement sur les municipales, mais pas que, mais aussi pour lutter contre la propagation des idées d'extrême droite. Parce qu'au-delà d'être un mouvement, c'est avant tout des idées qu'on combat. Et avant que ce soit des idées qu'on combatte, c'est un projet qu'on propose. C'est ça la chose fondamentale. La paix est un projet. La paix est un projet à tous les niveaux. Elle est un projet au niveau de la planète, au niveau de la ville, au niveau des quartiers, au niveau des individus. Ce qui est important, ce que je trouve très intéressant dans l'approche du mouvement de la paix, c'est qu'il a tout de suite interpellé les politiques. Ne tourne pas vers la tribune. On va faire ça. Désolé pour la caméra. Voilà, tu nous regardes, ça va marcher. Moi je suis très content justement qu'une association se positionne. Moi je trouve que ce qui manque actuellement dans le débat, c'est des questions politiques et des positionnements politiques. On est de plus en plus dans une logique de gestion. Et on n'est pas là pour faire de la gestion en fait. On est là pour faire de la politique. On est là pour donner une vision de la société. On est là pour en discuter ensemble. On est là pour faire un débat. On est là pour construire ensemble. C'est ça le sens fondamental de ces rassemblements. Et c'est ça qu'on doit avoir à l'esprit, en fait, qu'on dialogue ensemble. Ce que je trouve important dans ces questions, c'est qu'elles positionnent à l'endroit où on peut agir. Est-ce qu'un conseil municipal va s'engager contre le génocide à Gaza? Et les mots sont importants. Est-ce qu'un conseil municipal va s'engager pour organiser des événements autour de la paix? Oui, il faut le faire. Et je pense qu'il faut, au-delà des questionnements à l'oral, il faut envoyer les questions par écrit. Et demander des positionnements écrits et demander un suivi et un bilan de tout ça. Parce que les politiques font des promesses, mais ils doivent être évalués à l'aune de ce qu'ils ont réalisé. Et je pense que ça, c'est un autre point qui est très important. Que les associations le fassent, que les syndicats le fassent, et que les partis le fassent entre eux aussi. Il y a une exigence, on doit avoir une exigence, c'est ça qui est fondamental. Pourquoi les idées du RN progressent? Parce qu'il n'y a plus d'exigence. Parce qu'il y a juste une colère par rapport à un délitement social, parce qu'il n'y a plus de collectif. Il faut qu'on recrée du collectif, il faut qu'on recrée du débat, que chacun ait une place pour s'exprimer. Et même si on n'est pas d'accord avec la personne en face, qu'on ait la liberté de le dire. Et à partir de là, on va pouvoir construire sur des bases communes. On ne sera pas d'accord, mais on saura qu'on n'est pas d'accord et qu'on peut en discuter. Et à partir de là, on va pouvoir embrigader les autres citoyens qui sont avec nous, qui ne sont pas forcément inscrits sur les listes électorales, qui ne peuvent pas forcément voter, et qui ont besoin aussi de répondre à cette exigence du débat démocratique. Cette exigence d'être considéré. Parce que si on a choisi la démocratie à un moment donné, si la révolution a eu lieu, c'est parce qu'à un moment donné, ce pouvoir-là a été confisqué. Il est venu de la rue, il s'est emparé, les corps intermédiaires ont été là, il faut les solliciter encore, ils ont un vrai rôle à jouer. La démocratie sociale n'est pas vaine, elle est très très importante dans nos démocraties actuelles. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ça, c'est magique. Bonjour, Daniel Bastier. Je voudrais rebondir sur le mot que tu as sur la colère. D'abord, je veux dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de petits et grands événements. Ce qui est aujourd'hui, ce qui se produit, ça a valeur d'exemple pour pouvoir le produire d'une manière plus importante au niveau national. Donc il ne faut jamais minimiser les choses. D'abord, sur une chose sur laquelle il faut qu'on réfléchisse beaucoup, c'est que là, tous autour de nous, on entend la colère. Nous-mêmes, nous sommes en colère. Mais la colère, elle ne débouche pas forcément sur une envie du changement. La colère et le risque qu'on a, justement par rapport au Front National. Parce que d'abord, moi je me rappelle, quand j'étais dans une autre époque, au Moyen-Âge, militant et dirigeant du parti, on avait des secrétaires à la propagande à l'époque. Mais aujourd'hui, les meilleurs secrétaires de la propagande, c'est tout ce que vous écoutez autour de vous, les médias,
toute la télé. Ce qu'il faut bien voir, là, quand, je sais pas, c'est toi qui as dit qu'on a perdu. On n'a pas perdu la bataille de classe. C'est Arnaud qui l'a dit, c'est pas moi. Oui, mais il a tort. Il a tort. Arnaud a tort. Il a tort, parce que tant que Arnaud existera, la lutte de classe, elle existera aussi. C'est ça notre problème à nous. Le problème, c'est que le rapport des forces, c'est des mots qui vous paraissent un peu anciens, mais le rapport de force aujourd'hui, il est en faveur, on disait la bourgeoisie à l'époque, il est en faveur du capitalisme. Est-ce que pour autant, la situation, elle est foutue? Non. Mais moi, je voudrais alerter sur cette question. La colère, elle ne débouche pas forcément sur une clairvoyance, et justement, et sur l'envie de construire, comme tu dis. À ce niveau-là, je voudrais dire, c'est pas du tout par rapport à LFI, mais il faut aussi réfléchir à nos chamailleries à gauche par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Ça, alors, je trouve que on n'est pas à la hauteur, des événements. Les autres, ils jouent sur les mécanismes. Et là, je ne fais pas de la démagogie par rapport à ce qu'on a connu du long de la gauche. Mais c'est vrai qu'on a des différences. C'est vrai qu'on a des difficultés à s'écouter. Mais en même temps, je crois, si on n'est pas capable de construire, la bataille de classe, elle continuera. Et le pouvoir, bon, le vieux Macron, il a été élu en 2017, il n'a pas été élu pour nous faire plaisir. Lui, il va être largement récompensé par la bourgeoisie. Et il continue. Pourquoi? Parce qu'il a créé, il est rentré dans un cadre d'un rapport de force qui nous est défavorable. Donc je répète, soyons en colère, mais faisons de cette colère une construction positive, et une construction collective, je pense. Et de ce point de vue-là, les municipales, elles vont mettre un petit peu toute la diversité devant leur responsabilité. Est-ce qu'on va être capable de construire quelque chose? Et j'aime bien ton rapprochement entre ce qui est en bas et tout ce qui est en haut, c'est cette dialectique qu'il peut y avoir. Mais ceci dit, je voudrais dire, moi je serais mis pour ça aujourd'hui, pour casser la côte aussi, parce que j'espère que la tête de veau, elle sera bonne, mais il ne faut surtout pas se désarmer. Le danger, c'est que la colère, elle soit nourrie par la lassitude, par le fatalisme, ou que le mur du capital nous paraît tellement énorme, qu'il peut y avoir du défaitisme. Je pense qu'il ne faut pas réagir comme ça. Et pour finir, et pour être un peu politicien, la preuve c'est que vous êtes là, donc ça veut bien dire qu'on est capable de bouger. Est-ce que je peux répondre à M. Bastien? Amandine voulait parler, on va laisser Amandine qui ne s'est pas exprimée pour l'instant. Je veux répondre à M. Bastier. Donc moi je suis Amandine Demoine, je suis co-représentante des écologistes parce que nous on est en binôme aussi. Et je suis aussi conseillère régionale et je travaille, je suis une élue de terrain, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui peuvent en témoigner. Il y a des élus qui travaillent, voilà. Et moi mon souci depuis que je suis élue, c'est comment faire le lien avec le terrain justement, comment amener déjà les gens à comprendre les compétences de chaque niveau d'élus. On ne peut pas se passer des élus. La politique c'est forcément, enfin je veux dire, on est dans un système représentatif, il faut à la fois que le peuple ait la parole, les référendums, le RIP, etc. Mais il faut aussi que les élus fassent leur boulot. Et moi, je remercie les élus qui bossent, il y en a beaucoup. Il y a des gens honnêtes, sincères, bosseurs, créatifs. Il y en a vraiment beaucoup. Donc il faut aussi penser à eux parce que justement, on fait le jeu du RN en mettant toujours en avant les élus corrompus et tout, en une espèce de masse, comme les gauchias, comme vous voyez, tout, voilà, il y a des espèces de représentations. Il faut lutter contre ça. Donc, par rapport à la paix, moi je voulais juste donner des choses sur les écologistes. Nous, bien sûr, on est contre le nucléaire depuis le début, hein, c'est dans notre ADN, on est contre le nucléaire en général, civil ou militaire. On est pour la paix. La Palestine, bah, c'est pareil, c'est depuis le début. Moi, je racontais à des gens que moi j'ai connu Gaza, on disait pas Gaza à l'époque, moi j'avais 11 ans, je lisais Témoignages chrétiens, parce que je suis mes parents étaient cathos de gauche, voilà, plutôt proches de Rocard, vous voyez, tout ce groupe-là, non encartés, parce que c'était des gens simples et que pour eux, ben voilà, on n'allait pas. Et dès l'époque, j'ai compris la différence entre antisioniste et antisémite. Voilà, j'avais 11 ans, je me suis engueulée avec mon père, il m'a filé une gifle, parce que je l'ai traité d'antisémite, parce que j'estimais qu'il n'avait pas compris la différence. Et donc ça fait longtemps, voilà. Et moi je suis arrivée aux écologistes assez tard, à 50 ans, parce que j'avais un sentiment de colère et d'impuissance. Et c'est ça qui fait qu'on s'engage. Et moi je pense que, effectivement, comme l'ont dit beaucoup de gens, la colère c'est pas suffisant, puisqu'on voit que c'est ce qui anime les gens qui votent le RN.
Et alors donc du coup, pour moi le sentiment d'impuissance, c'est celui qui fait qu'aujourd'hui il y a 750 000 personnes qui ont voté contre la loi du plomb en 3 jours à l'initiative d'une jeune femme de 23 ans qui est étudiante et qui se dit c'est pas possible ça, elle n'est pas du tout encartée, elle n'a rien à voir avec la politique comme elle dit, mais donc il y a cette possible puissance populaire et comment on l'amène. Alors moi je me suis mobilisée pour les femmes, c'est entre autres pour ça que j'ai pris la parole là, parce que vous avez vu c'est que les hommes qui ont parlé, à part la première personne. On est dans une société qui est construite par les hommes pour les hommes. Au niveau politique, c'est énorme, quoi. Donc du coup, moi j'ai organisé des cafés femmes en politique. J'ai vu 150 femmes. Merci Daniel, c'est bon. Toi aussi t'as fait ta tribune. Donc du coup, et j'ai rencontré des femmes mais qui parlent de violence politique justement. Donc on a la violence déjà entre nous. Donc il faut en sortir pour pouvoir construire quelque chose. Et quand j'ai lancé ces cafés femmes, j'ai vu que dans le journal de ma commune, Naves, puisqu'il y a une autre personne de Naves, moi aussi je suis de Naves, qui avait eu 500 personnes au loto du rugby, 200 personnes au karaoké de je sais pas quoi, etc. Et je me dis, en fait, emparons-nous des outils qui ramènent du monde. Je ne sais pas encore comment, mais je me dis faire un loto autour de la paix, par exemple. Voilà, moi je cherche des outils, vous voyez, parce que on est là. On est à peu près, voilà, il y a combien de militants actifs en Corrèze de tous les partis de gauche? Pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens âgés, donc il faut comment on ramène des jeunes, comment on ramène plus de femmes, comment on va monter les listes municipales avec l'obligation de la parité, et moi j'en suis extrêmement contente de cette obligation, mais je peux vous dire que toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles se sentent pas légitimes, elles ont peur d'y aller, elles sont tout le temps en questionnement sur leur capacité, ce qui n'est pas le cas des hommes. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur voilà, les choses. Merci Amandine. Donc pour tout vous dire, maintenant je vais être chiante parce que midi approche. Donc je vous rassure, un pot va vous être offert. Alain m'a réservé une... Hop, ça fonctionne plus. Voilà, c'est la grève, c'est la bouffe, on se tire. Mais je veux dire quand même que je ne suis pas en colère, malgré les apparences. Ça n'est pas de la colère. Non, c'est de la passion. Je suis une grande gueule. Ça, il n'y a aucun doute, tout le monde le sait. Et je l'assume, et je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je ne suis pas en colère. Merci. Et je voudrais répondre à M. Bastier que le 14 juillet 1789, c'était une grande colère. 90. Merci. C'est ça, 90, voilà. Une grande colère, une vraie. Et les corps intermédiaires fonctionnaient. Alors, autre chose, dernière parole. Marine Le Pen, c'est une femme. Merci. Alain, veux-tu bien t'avancer? Tu pourras t'asseoir si tu le désires sur le banc, comme tu le sens. Et n'oubliez pas aussi également d'acheter au moins un bon de soutien à notre fête, voilà, pour que le parti puisse encore réaliser de nombreux événements, et cette fête aussi l'année prochaine et encore combien d'autres années après. La parole est à Alain. Merci. D'abord un petit mot pour Henri, pour lui dire combien il a bien présenté les choses. Et ça fait plaisir de voir le mouvement de la paix venir nous obliger, entre guillemets, à parler de cette question essentielle qui est la paix. Aujourd'hui, c'est bien, on est unis, on est rassemblés, ça fait plaisir. Ceci étant, on a tous une idée particulière sur la paix par rapport à Gaza notamment. Moi je porte avec fierté ces 2 bracelets pour faire voir que je suis outré par ce qui se passe à Gaza. Et outré, c'est pas ce que je devrais dire, il fallait trouver un autre mot, la langue française est riche, mais j'ai pas regardé avant de venir, j'avais pas prévu d'intervenir. Je crois que aujourd'hui la paix, il faut vraiment que mon parti, et je sais que Henri nous pousse, c'est une bonne chose, mais que le parti, depuis le début, mène une bataille formidable pour exiger de l'opinion mondiale que le boucher de Gaza, Netanyahou, soit mis en tôle. Voilà. Parce que tous les jours à Gaza, les
les soldats de Netanyahou et de son gouvernement fasciste tirent sur les gens qui meurent de faim, c'est un vrai tir au pigeon tous les jours. Et si on ne monte pas plus fort le curseur, on pourra dire à un moment donné... eh bien on a laissé faire. Et on a d'autres, on a dans l'histoire, des choses comme ça qui sont produites. On savait, mais on n'a pas bougé. Moi, vous savez, j'ai eu la chance dans ma vie. Ça, c'est... Ouais, Nico, tu peux rester à ta place. J'ai eu la chance dans ma vie d'aller en RDA. Et je suis allé sur l'allée des Nations à Buchenwald, où les peuples peuvent aller vérifier sur la plaque en marbre. C'est marqué plus jamais ça. Là, on est en train de laisser un sale type, un facho, qui fait la guerre pour ne pas aller en prison, parce que c'est ça le problème. On le laisse faire la guerre pour éviter les procès pour détournement d'argent et le reste. Après, sur la paix plus généralement, ce que nous a amené Henri à réfléchir, la paix de tous les jours, ce qu'on doit faire tous les jours. Quand on est dans une cité populaire, moi j'ai habité dans une cité populaire dans la région parisienne dans le 93. Quand on voit les gens qui se regardent avec méfiance et parfois avec haine, là on a du boulot à faire. Là on a du boulot à faire. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Mais si on fait de la politique, moi j'ai jamais trouvé, ça fait 50 ans que je suis au Parti communiste, dans différentes régions, Marseille, Paris et ici maintenant à la retraite. Rien n'a jamais été facile aux communistes, y compris pendant la guerre quand ils étaient dans les FTP. Et que de mon parti, on a dit que c'était le parti des fusillés. Donc je crois qu'on a des leçons de l'histoire à réfléchir, à travailler, à développer. Soyons clairs sur les positions de chaque parti politique. Oublions les petites phrases, notamment celle qui se moque de Fabien Roussel parce qu'il est au bord de la route pour voir passer le Tour de France. Bah, c'est un homme comme les autres. Moi, j'y vais pas, je regarde devant ma télé. Mais je veux dire, ne restons pas braqués sur ces petites phrases, sur ces croche-pieds. Construisons ensemble. Et moi, vous avez parlé qui nous a amené à réfléchir sur les municipales. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais les municipales, il faut se dire que si on n'arrive pas à mettre l'ego de certains et de tous de côté, on va continuer à donner la possibilité à ceux qui nous gouvernent de prendre des milliards dans nos poches pour faire des armes de destruction massive. Et moins massive peut-être quand je vois le tir au pigeon à Gaza. Donc je crois qu'il a raison, Henri. Et je remercie mes camarades de la direction fédérale d'avoir fait ce débat. Je crois que si on ne met pas la question de la paix au centre aujourd'hui de notre politique, je le dirais, je l'ai déjà dit, je me répète, mais je suis un vieux machin, on sera responsable de ce qui peut arriver. Rappelez-vous, le fou de New York, il veut lui faire Nice à Gaza. Donc c'est pour ça qu'on écarte. Et tous les jours, sur les lieux de distribution de l'alimentation, parce qu'ils crèvent de faim, on tue entre 30 et 40 personnes. Je crois que ça doit nous faire réfléchir. Et je dirais juste, pour finir, j'ai compris ta colère, je te connais. Je ne partage pas tout. Tu es en colère toi aussi, ça se voit. Oui, mais moi j'essaye de donner, excuse-moi, une traduction politique à ma colère, parce que sinon, on va passer à côté une fois de plus. Merci.
Merci Alain, une petite phrase et après, c'est fini. Attention Alain. Vous voulez? Il y a Pascal, je veux dire 2 mots. D'accord, et après Nicolas conclura et là ce sera définitivement terminé. Bonjour à tous, Valentin Bastier. Oui, encore à Bastier, désolé pour vous. Juste, je veux simplement répondre un peu à tout le monde sur une phrase. Il y a quelque chose d'observable aujourd'hui. Combien il y a de personnes qui sont de chez ELV aujourd'hui? Si vous pouvez lever la main, vous savez pas péjoratif. Des socialistes, combien il y en a? S'il y en a. Voilà, des gens de l'AFI, combien il y en a? Merci. C'est ça notre force. Elle est là notre force. Pardon, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié Génération. Pour faire simple, toutes les forces de gauche sociales et qui veulent combattre le capitalisme sont là. Et notre force, elle est là. Je propose depuis maintenant, j'ai ma carte au parti depuis une vingtaine d'années, ça fera 20 ans l'année prochaine. J'ai toujours proposé qu'on crée quelque chose de commun, comme une fête, ou comme ce qu'on est en train de faire. Là, on va pas le faire ici, c'est une fête fédérale, mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de se rassembler, et on le voit aujourd'hui, on a besoin d'être ensemble, on a besoin d'amour, en fait, tout simplement. Hein. On nous balance tellement de haine partout, qu'avant de parler de comment on va faire pour combattre telle chose ou telle chose, entre nous, on se recentre, et on apprend à s'aimer les uns les autres, hein. Terminer les animosités entre l'AFI, parce que ceci, l'anti-mélanchonisme, et tout ça, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, il faut se battre pour les gens, et pas pour notre place ou garder un petit poste d'élu, ou pour un apparatchik dégueulasse, quoi, en fait. Aujourd'hui, on est tous ensemble, dans le même merdier, et on ne doit pas s'écarter de ça. Voilà, dans le même merdier. Merci. C'est vrai que oui, la maturité en politique, c'est important. Merci. Donc Pascal Cavit, je représente le Parti Socialiste. Comment dire, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées. Je voulais dire d'abord, camarade, tu as employé des mots là, je pense qu'il faut faire attention quand même. Parce que dire des conseillers généraux qui sont des collaborateurs, des conseillers régionaux qui sont des collaborateurs, franchement, moi je suis conseiller régional, j'ai pas le droit. Ouais, mais il faut pas dire ça. Là on dit. Ouais, mais moi ça me plaît pas, donc je te le dis aussi. Franchement, on est dans une société qui est fragmentée avec des débats, on dit il faut se réunir et on emploie des termes qui ont un sens quand même, ces mots de collaborateurs. Enfin, voilà, moi je connais des conseillers départementaux dans le département qui sont des conseillers départementaux de gauche qui font leur boulot, il y a des conseillers régionaux qui font leur boulot. Je pense que la question dans la traduction politique, et je dirais juste un mot sur la paix, mais il faut qu'on arrive à, comment dire, à garder la colère dont on a parlé ce matin qui est intacte et à voir comment on peut la traduire politiquement. Alors ça doit passer par un travail ensemble, mais aussi quand on est des élus. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis élu maintenant, sans avoir non plus des responsabilités. C'est pas moi qui décide, grosso modo, mais je participe à la décision. Et j'ai pas l'impression de ne pas faire mon travail. Mais c'est vrai que parfois, on se dit, quand on est élu, qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'on pensait avant? Voilà. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet, et c'est les partis qui doivent s'emparer de ça, parce que s'il n'y a plus de débat politique, s'il n'y a plus de partis, effectivement, on va tomber sur des élus qui deviennent des gestionnaires, et qui gèrent le quotidien, et qui ne vont pas plus loin que ça. Et ça, il faut faire attention à cette maladie, parce que c'est effectivement ce qu'a cherché le pouvoir actuel, de dire il n'y a plus de corps intermédiaire, il n'y a plus de partis, et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Et la deuxième question, sur la paix, moi la question que je me pose, c'est que font les organisations internationales aujourd'hui? Aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est que la maladie qu'elles ont, ces organisations, c'est qu'elles sont technocratisées. Alors je fais toujours attention quand je dis ça, parce que quand on dit technocratisé, on a l'impression qu'on s'en prend aux gens qui travaillent dans l'administration, qui font du boulot. C'est pas tous des gens, on parle beaucoup des agences aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais il y a des gens qui bossent là-dedans aussi quand même, et qui font leur travail. Mais en tout cas, on a une organisation technocratisée, et il n'y a plus de débat citoyen là-dedans. Il faut faire attention. Et alors franchement, les organisations internationales, qui comprend quelque chose et qui prend la décision aujourd'hui? On a vraiment là, cette impression de technocratisme et d'un pouvoir. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est le marché qui fait la loi aujourd'hui. Voilà, c'est aussi ce qui se passe en Europe. La technocratie, le marché, ce libéralisme qui dirige tout, aujourd'hui c'est lui qui est en train de nous mettre à mal. Voilà donc, mais c'est des vastes sujets. Moi c'est des questions que je me pose, c'est des questions qu'on essaie de se poser aussi dans mon parti. Et je crois que la question, effectivement, elle passe par le débat, elle passe par des partis qui retrouvent des couleurs, qui arrivent à se parler. Nous, par exemple, clairement, Mélenchon, c'est pas notre tasse de thé. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Jean-Luc Mélenchon, je l'ai connu dans mon parti, ce qu'il disait à l'époque, et je vois ce qu'il dit aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'à LFI, il y a des gens très bien, avec qui on discute, avec qui on peut faire des choses. Le problème, il n'est pas là. Mais
Voilà, mais il y a aussi des gens très bien au Parti Socialiste. Je veux dire, on n'est pas des gens non plus, on n'est pas des libéraux. On a fait, oui, mais on discute. Mais pour discuter, il faut aussi qu'on soit invité, qu'on soit force de proposition. Voilà, il ne faut pas qu'on se caricature les uns les autres. En tout cas, voilà, on ne va pas régler le problème aujourd'hui, mais je pense que le débat est important. Je pense qu'il faut faire attention et qu'il faut qu'on garde notre pouvoir de débat, y compris quand on est aux affaires. Voilà. Bon, alors, parce qu'il y avait quand même un contexte qui a été introduit brillamment par Henri Vacher, donc j'ai quelques petites réponses à apporter quand même à quelques questions, peut-être pas la liste entière des questions, sinon ça fait catalogue. Par contre, juste un petit mot, non, je dirai à la fin, Bon. Alors, la paix à l'échelle municipale, parce que en tant que parti politique, à l'échelle locale, mais en tant que parti politique, quand on a des élus, bah, ça commence au premier échelon, à l'échelon municipal. Bon, eh bien, on peut imaginer un certain nombre d'actions. Et la première des actions qui me vient à l'esprit dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, c'est que dans les municipalités, on fasse voter des motions qui dénoncent le génocide à Gaza. C'est possible, ça se fait ailleurs et ça peut se faire ici en Corrèze. On doit avoir un discours dans l'action municipale d'engagement contre l'armement. Ça a été évoqué avec le TIAN, mais ça peut être présenté sous plein de manières. Et c'est en ça que, je suis désolé, je me mets totalement en opposition avec la proposition du maire de Tulle de rouvrir des usines d'armement à Tulle dans la période que l'on connaît. Je crois qu'on doit au contraire aller vers davantage de paix, et si on veut de l'industrie, et on en veut de l'industrie, il faut de l'industrie, pardonnez-moi le terme, mais qui soit propre, je crois. Et ça aussi, ça peut être porté à une échelle municipale. L'échelle municipale, la paix, pas la comédie. La paix, mais pas la comédie. Alors, merde, parlez clair, existez. Alors, ils ont faim, et puis j'ai une cérémonie après quand même. Hein. Et puis on doit boire un coup. C'est un débat, non? Mais c'est très bien, vous avez appris à parole, vous êtes nombreux. Je suis très content. La paix à l'échelle municipale, toujours, ça s'apprend. Et quand on est, s'il vous plaît, Il n'a pas pu intervenir à cause de moi. Faut le repêcher parce que... s'il vous plaît. Je ne suis pas prêtre, mais que la paix soit avec vous, mes camarades. Bravo. La paix s'apprend, et elle s'apprend à l'école, auprès des jeunes enfants que l'on a en responsabilité quand on est à la tête d'une commune, en les faisant participer aux cérémonies, en leur apprenant non pas le challenge, la concurrence, mais le travail ensemble, le vivre ensemble. C'est pas des jolis mots parce que je suis bien habillé aujourd'hui, mais parce que c'est une réalité. Il faut apprendre la paix, et pas la concurrence, pas la compétition. Parce que ça amène après aussi à des idéologies de guerre. Et puis si on veut effectivement agir pour la paix, on peut aussi rejoindre le mouvement de la paix. Voilà, vous avez de quoi adhérer au mouvement de la paix, c'est pas très cher, et puis on fait des actions qui sont concrètes pour agir pour la paix. Ensuite, à l'échelle nationale, je vais aller rapidement, on a évoqué beaucoup les services publics, j'en profite pour faire une pub. Il y a les 80 ans de la sécurité sociale, le Parti communiste défendra cet anniversaire de la sécurité sociale, qui est aussi un outil qui est apparu après la guerre, dans un souci d'apaisement de la nation. Il faut lutter contre les idées de haine et ceux qui portent les idées de haine. Ça, c'est aussi une responsabilité en tant que parti politique. Les idées de haine, c'est la droite réactionnaire, le Rassemblement national, et pour lutter contre les idées de haine, c'est quand même mieux quand on est ensemble. Voilà. Il faut se battre à l'échelle nationale contre le désarmement. On parlait tout à l'heure de livraison d'armes à tout un tas de pays belligérants. Et ben on arrête la surenchère. On ne livre pas d'armes, on ne produit pas d'armes pour d'autres pays qui s'en servent pour tuer des populations, massacrer des populations, comme c'est le cas à Gaza ou ailleurs. Demander le respect strict du droit international. Je crois qu'on est un pays qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a une responsabilité extrêmement importante pour faire respecter le droit international. Et faire respecter le droit international, c'est aussi mettre sous écrou les délinquants internationaux, les criminels de guerre, comme ceux qui traversent notre espace aérien, comme ça a été dit, notamment Benjamin Netanyahou. Dans la période que l'on vit, je le dis, ça mange pas de pain non plus, la reconnaissance de l'État de Palestine, comme ça a été le cas dans d'autres pays européens.
La France tarde, la France annonce, mais la France ne fait rien pour l'instant. Il faut agir pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Et je crois que je vais m'en arrêter là. Je terminerai en disant que on est tous là rassemblés, on a pu s'exprimer, on a pu débattre, c'est ça aussi la fête du Pont des Angles. On n'est pas d'accord, mais j'entends qu'il y a des volontés des uns et des autres de discuter. Il y a des invitations qui sont lancées, les invitations sont ouvertes. Il faut venir discuter, aller autour de la table pour construire ce projet commun, ce front commun contre les idées réactionnaires extrême droite, mais surtout pour une action qui change, une alternative de gauche progressiste et républicaine. Merci à vous.